Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, les résultats de l'enquête INSEE sur la démographie et la santé. Elle a été réalisée entre novembre 2013 et avril 2014. Les résultats ont été rendus publics ce matin. Journée mondiale de l'environnement célébrée demain 5 juin. Le ministre André Johnson s'adresse aux populations ce soir. Le déséquilibre observé, vécu chaque jour par chaque individu et la croissance rapide ont été le point d'orgue de son message. Nous l'entendrons. Enfin, ce drame à Accra, plus de 90 personnes ont péri dans l'incendie d'une station-service en Kroma-Cercle, conséquence d'une grosse pluie qui s'est abattue hier sur la capitale ghanéenne et dans la sous-région. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Et justement en rapport avec ce drame d'Accra, eh bien voici ce message de compassion du président Faure Gnassingbé adressé à son homologue ghanéen John Dramani Mahama suite donc justement à ce drame qui frappe donc nos voisins. C'est avec beaucoup d'affliction que j'ai appris la triste nouvelle de l'explosion d'une station de service survenue le mercredi 3 juin 2015 à Accra et des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale et ses environs, coûtant la vie à plus d'une centaine de personnes et causant d'importants dégâts matériels. Face à cette tragédie particulièrement douloureuse, je tiens à vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et au mien propre, mes condoléances les plus sincères. Je voudrais également vous prier de bien vouloir être l'interprète auprès des familles endeuillées de mes sentiments de profonde compassion avec toute la solidarité du peuple togolais en ces moments éprouvants et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Voilà ce que dit ce message de compassion du président Faure Gnassingbé adressé donc ce jour à son homologue ghanéen John Dramani Mahama. La présidente de la transition centrafricaine félicite le chef de l'État pour sa réélection. Les félicitations de Catherine Samba-Panza ont été transmises au président Faure Gnassingbé ce matin à Lomé par le ministre centrafricain des Affaires étrangères reçu en audience par le chef de l'État. La coopération bilatérale a été également évoquée à l'occasion. Je vous propose d'écouter l'émissaire centrafricain des propos recueillis par Arnold Kidou. C'était une visite de paix et d'amitié entre la République centrafricaine et le Togo. J'ai été envoyé par la présidente du gouvernement de transition de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, avec un message personnel adressé au président du Togo. Et c'est l'occasion ici de réaffirmer le soutien que le gouvernement centrafricain apporte au Togo, soutien politique et surtout féliciter le gouvernement togolais pour avoir organisé des élections dans de très bonnes conditions et féliciter le président Faure Gnassingbé pour sa brillante élection. Cela prouve que l'Afrique avance, quelles que soient les difficultés, et j'ai voulu apporter ce message personnellement tel que conformément aux vœux de la présidente de transition Catherine Samba-Panza, apporter ce message de félicitations au président Faure Gnassingbé. Voilà les propos de l'émissaire centrafricain ce matin à Lomé à l'issue de l'audience que lui accordait le chef de l'État. L'actualité, nous l'annoncions également en titre tout à l'heure, c'est cette enquête INSEE, une enquête démographique et de santé. Elle a été réalisée entre novembre 2013 et avril 2014. Que disent donc les résultats? Ils ont été rendus publics ce matin par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Désiré Dagovi, Clarisse Aticlé. Le Togo a fait des efforts ces dernières années en matière de santé. En témoignent les indicateurs de la troisième enquête démographique et de santé au Togo, EDST3, réalisée entre novembre 2013 et avril 2014. Les progrès sont surtout concentrés sur le taux d'infection au VIH-Sida qui a une tendance actuelle de 2,5%. Nous avons constaté que pour certaines cibles, nous approchons de la cible des OMD, alors que pour d'autres, il y a encore une certaine stabilisation. Mais néanmoins, lorsqu'on fait une comparaison avec les indicateurs de 2010, avec l'enquête mixte, on peut vraiment dire que c'est satisfaisant en termes de progression.
L'enquête EDST3 a porté sur 9 480 femmes de 15 à 49 ans dans les ménages sélectionnés et 4 476 hommes de 15 à 59 ans sur l'ensemble du territoire. Un échantillon assez considérable permettant d'avoir une idée réelle de la situation sanitaire des populations. Les informations ont donc été collectées notamment dans le domaine de la fécondité, l'activité sexuelle, la mortalité maternelle et infantile, de même que l'état nutritionnel de la mère et de l'enfant. Ce sont des données très importantes pour le gouvernement, en ce sens qu'elles permettent de se situer par rapport aux OMD. Les résultats nous sont utiles, notamment dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, en particulier des politiques en matière de santé. Ces résultats permettent aux partenaires techniques et financiers qui ont beaucoup accompagné le gouvernement togolais dans la réalisation de cette enquête, d'évaluer aussi ce qui a été réalisé de positif par rapport aux atteintes des objectifs du millénaire pour le développement. Il y a un défi qui est un défi qui nous paraît majeur. C'est que sur le démographique, notre population qui est très jeune double tous les 25 ans, ce qui fait que malgré les efforts du gouvernement, il y a une véritable course contre la montre qui s'instaure dans la mesure où les besoins restent importants et comme vous le savez, les ressources sont rares. Et donc ça, c'est un défi pour tous les ministères qui nous intéressent beaucoup en matière d'évaluation de l'ensemble des politiques publiques. Ces résultats seront mis à la disposition du gouvernement qui va y recourir pour l'élaboration des politiques de développement. Et il y a un volet dans ces résultats qui insiste donc sur la lutte sur le VIH-Sida. Précisément, nous y reviendrons notamment dans le corridor Abidjan-Lagos tout à l'heure dans le courant de cette édition. Autre fléau à combattre, le tabagisme. Tenez ce chiffre, il fait froid dans le dos. Près de 6 millions de personnes meurent chaque année dans le monde, victimes donc de tabac. Ce chiffre pourrait augmenter si rien n'est fait. Il pourrait passer à 8 millions de personnes par an sur le plan national. Que fait-on justement pour mener la lutte anti-tabac? Voyons cela dans ce reportage de Antoinette Romavavo, reportage réalisé à l'occasion de la journée anti-tabac célébrée ce jeudi. Antoinette Romavavo. Éliminer le commerce illicite des produits du tabac, telle est la détermination des États, le Togo en particulier. Le tabac demeure la principale cause de mortalité dans le monde. On estime à 7% les décès dus à la tuberculose causée par le tabagisme et 12% des décès liés aux infections des voies respiratoires inférieures. C'est aussi la cause de 10% des décès dus aux maladies cardiovasculaires. Il favorise d'autres maladies transmissibles qui peuvent conduire à la mort. Pour en citer quelques-unes, le cancer du poumon et des voies respiratoires d'une façon générale, mais aussi les maladies chroniques de l'appareil respiratoire ont pour facteur principal l'utilisation du tabac. Face aux conséquences dramatiques du tabagisme sur la santé publique, les autorités togolaises ont pris un certain nombre de mesures pour protéger les populations. Le Togo a adopté la Convention 4 de l'OMS contre le tabac qui, en son article 15, a déjà mis les grandes lignes de la lutte contre le commerce illicite. Et le 9 janvier 2014, le Togo a signé le protocole de l'OMS pour lutter contre le commerce illicite dans le monde. Il est démontré que le commerce illicite entraîne l'évasion fiscale et contribue à financer des activités criminelles, le terrorisme et la contrebande. L'élimination de ces activités illégales ferait gagner aux États au moins 31 milliards de dollars américains par an et sauverait plus de 160 000 vies par an d'ici à 2030. Il faudrait une synergie d'action pour mener à bien cette lutte pour ainsi réduire de 25% la prévalence actuelle du tabagisme au Togo à l'horizon 2025. Autre journée mondiale célébrée le 5 juin, c'est demain la journée de l'environnement. Notre deuxième titre d'ailleurs ce soir. À l'occasion, le ministre André Johnson s'est adressé aux populations. Le déséquilibre observé aujourd'hui, vécu chaque jour par tout individu et la croissance rapide de la population ont été donc soulignés à l'occasion donc de ce message. Comme pour nous relater les grandes lignes de ce message. Une seule terre pour nourrir plus de 7 milliards d'humains,
Et pourtant, cette population mondiale ne cesse de croître de façon rapide, alors que les ressources naturelles pour satisfaire les besoins alimentaires se font de plus en plus rares. La situation est donc préoccupante. Selon les estimations les plus récentes, au moins 805 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le monde, malgré les moyens techniques et financiers déployés dans l'agriculture. Il va falloir adopter de nouvelles stratégies. Il s'agit donc de minimiser le gaspillage de ces ressources en les exploitant avec mesure. D'où le thème 7 milliards de rêves, une seule planète, consommons avec modération, retenu pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement cette année. Notre planète, qui ne comptait que 2,52 milliards d'habitants en 1950, est aujourd'hui sollicitée pour satisfaire les besoins de plus de 7 milliards et le sera davantage à l'horizon 2100 pour satisfaire les besoins de plus de 14 milliards d'habitants. La question qui se dégage au regard de la vitesse actuelle d'épuisement des ressources naturelles est avec quelles ressources le ferons-nous? Une des raisons fondamentales de cette insuffisance agricole reste les menaces qui pèsent sur l'environnement, notamment la déforestation. Selon la FAO, en moyenne 4,9 millions d'hectares de forêt dans le monde sont détruits chaque année. Au Togo, les autorités appellent les populations à plus de responsabilités environnementales. Les ressources en terre s'amenuisent drastiquement et l'on dispose de moins en moins de terres cultivables pour satisfaire les besoins alimentaires de plus en plus croissants. Le recours aux engrais chimiques et aux pesticides pour améliorer la productivité n'a pas permis de relever le défi alimentaire que pose l'accroissement démographique. Bien au contraire, l'utilisation des engrais chimiques a contribué à dégrader les terres, tandis que l'utilisation des pesticides est venue réduire la qualité des aliments. Je saisis cette occasion pour rappeler chaque Togolaise et chaque Togolais à plus de responsabilités environnementales face à la déforestation qui s'intensifie, à la dégradation accélérée de nos terres qui, de plus en plus, ne se prêtent plus aux cultures, à la prolifération des sachets plastiques, plus dangereux que serviables, au dérèglement du climat qui menace notre existence et celle des générations à venir, etc. À en croire les responsables environnementaux, si les modes de consommation et de production actuels restent inchangés, d'ici à 2050, nous aurons besoin de 3 planètes pour maintenir nos modes de vie et de consommation. À signaler également dans l'actualité ce soir, c'est don du chef de l'État don aux femmes à Takwame. C'est à l'occasion de la journée de la femme, précisément de la journée de la fête des mères, notamment à Takwame. À Takwame, Yves Agbebibi pour le compte rendu. Elles sont 30 femmes à terme hospitalisées au CHR d'Atakwame, dont 20 ont accouché durant la célébration de la fête des mères le 31 mai 2015. Conscient des efforts qu'elle déploie non seulement dans l'enfantement, mais également dans l'encadrement des enfants, citoyens adultes de demain, des efforts qui méritent respect et encouragement, le chef de l'État a offert à ces dernières dans cet hôpital des couvertures et effets d'entretien des nouveau-nés, un geste apprécié par les bénéficiaires. Donc c'est vraiment un sentiment de joie qui nous anime et nous remercions vraiment le gouvernement. Le chef de l'État, son Excellence Paul Eswazina Gnassingbé, à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, a offert 30 kits aux femmes qui ont accouché dans les dernières 48 heures. Et Madame la ministre, en charge de la promotion de la femme, nous a honorés à le représenter au cours de cette cérémonie. Et c'est en son nom que nous avons fait la remise de kits à ces femmes qui ont donné vie. D'autres acteurs, à l'instar du chef de l'État, se sont mobilisés pour honorer la femme, celle qui a la grâce de mettre au monde la vie dont seul le Créateur est la source. La justice restaurative, eh bien, c'est le sujet d'une rencontre à Takwame, c'est plutôt à Lomé, la rencontre donc, dont nous parle Charles Houzimé dans ce sujet à suivre maintenant. Des infractions comme le vol conduisent bon nombre d'enfants à entrer en conflit avec la loi.
Une fois dans cette situation, ils sont privés de liberté. Conformément à la nouvelle forme de justice pour enfants dite restaurative, ces enfants ont encore la possibilité de réussir leur vie s'ils sont protégés et traités avec humanité. La justice restaurative n'interdit pas la punition. Ça prend en compte l'infraction, la faute que l'enfant a commise vis-à-vis de la loi. Et on montre à l'enfant que l'acte que tu as posé est puni par la loi et voilà ce que la loi dit. On conduit cet enfant-là pour le restaurer. Le mineur dans ses actes n'a pas la mesure totale de ce qu'il fait. À moins de 14 ans, par exemple, selon la loi, il est pénalement irresponsable. Les organisations œuvrant pour la protection des droits des enfants partagent donc les bonnes pratiques en vue de maîtriser les rudiments de la justice restaurative. L'enfant qui commet un acte, on prend cet enfant-là dans son environnement et on voit tous les paramètres qui entourent cet enfant qui peuvent l'amener à commettre l'acte. On traite également l'infraction, la faute que l'enfant a commise, qu'est-ce que la loi dit par rapport à cette faute-là. Et également, on travaille avec la victime, c'est-à-dire la personne qui est offensée, qui a été la victime de l'autre acte de l'enfant. Et c'est ces trois entités-là qui contribuent à restaurer l'enfant. Nous allons passer à une étape de duplication, mais de multiplication, de diffusion de ces bonnes pratiques-là, pour que tout acteur qui veut s'engager dans la protection des droits des enfants, en particulier les enfants en conflit avec la loi, puisse s'inspirer de ces bonnes pratiques-là. La justice restaurative réconcilie les parties engagées et rétablit l'équilibre. Elle a aussi pour objectif la prévention de la délinquance juvénile. Les enfants encore à l'honneur, encore avec ce don du village SOS Enfants de Dapon, les infrastructures scolaires et sanitaires notamment offertes aux populations de Tanikaku, c'est dans le Tône. Un don évalué à près de 40 millions de francs CFA. Les enfants sont les premiers bénéficiaires à Dapon, Désiré Alroy. C'est un ensemble d'infrastructures composé de bâtiments scolaires, de soins de santé primaires, des latrines et d'un forage équipé de pompes à motricité humaine et réalisé par le village d'enfants SOS d'Apaon avec la participation des bénéficiaires. Les ouvrages flambant neufs sont destinés aux populations de Tanikaku dans le Tône Nord. Un soutien de SOS aux populations nécessiteuses pour soutenir les actions du gouvernement togolais dans sa politique du bien-être social. Lorsque nous allons dans les communautés, que nous trouvons que dans certaines communautés, les droits de certains enfants risquent de ne pas être respectés parce qu'il y a ces aspects qui interviennent, nous rentrons dans ces communautés et nous travaillons directement avec la communauté. Voilà ce qui s'est passé avec Tanikaku, où nous avons réalisé ces infrastructures. Il n'y a pas que les infrastructures, il y a également les autres actions telles que nous avons dit, l'amélioration de l'habitat des populations de plus de 100 familles. Donc ces familles se sentent plus en sécurité, les enfants plus en sécurité. Nous faisons des causeries, nous appuyons les familles au niveau de l'alimentation, au niveau de l'accès aux activités génératives de revenus. Tout ça là dans le but de pouvoir améliorer la prise en charge de l'enfant. Le coût global de réalisation de ces ouvrages est estimé à un peu plus de 40 millions de francs CFA avec une contribution de 600 000 francs des populations de Tanikaku. Le village d'enfants SOS d'Apaon déroule ainsi son programme d'action en faveur des populations à la base. L'ONG internationale sollicite l'appui des bénéficiaires pour assurer la viabilité des infrastructures en vue d'une meilleure prise en charge des enfants et des familles vulnérables. En retour, je vous l'annonçais tout à l'heure sur la lutte contre le VIH-Sida, précisément dans le corridor Abidjan-Lagos sur les 6 derniers mois. Quelle évaluation faire des activités de prévention, de prise en charge et du traitement dans ce corridor? Le secrétariat exécutif de l'organisation s'est réuni ce matin. Les conclusions du comité directeur Prudence Issou. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos part sur de nouvelles bases dans la lutte contre le VIH-Sida et la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens. Cette première réunion statutaire du comité directeur de cette institution à Lomé offre l'occasion au secrétariat exécutif de faire le point des activités menées depuis la dernière session tenue en novembre à Accra, au Ghana. Des progrès ont été enregistrés ces dernières années en matière de réponse au VIH dans les 5 pays membres du corridor. Le Togo a été salué lors de ses assises pour ses performances et son engagement dans cette mission. Parmi les points que nous allons faire, c'est le classique, le niveau d'intervention, de mise en œuvre des activités au niveau du VIH et au niveau de la libre circulation des biens et services. On fait également le point sur la mobilisation des ressources. Comme il a été dit, vous savez que local,
doit être supporté d'abord par les pays, se trouve avec les contraintes de chacun des pays que vous connaissez. Ces ressources-là ne sont pas automatiquement mobilisées. Ma priorité numéro un, c'est de mettre l'accent sur la mobilisation de ces ressources-là. Et donc, on est heureux, nous sommes au Togo. Le Togo montre l'exemple. Pour ça, le Togo est en bonne voie de payer ses arriérés. Dans le cadre du projet de facilitation du commerce et de la libre circulation, sur l'ensemble de ces années, le Togo a montré de très bonnes performances par rapport aux indicateurs. La vision de cette organisation est d'aller au-delà de la lutte contre le VIH-Sida en s'attelant aux questions liées à la santé de reproduction, au paludisme et à d'autres maladies non transmissibles. La pérennisation de cette institution reste le principal défi à relever et le Togo n'attend pas rester en marge de cette vision. Je ne doute pas un seul instant de votre engagement et de votre capacité à insuffler une nouvelle vitalité à notre organisation qui, après 12 années d'existence en mode de gestion de projet, a besoin d'être réformée pour une approche pérenne et de capitalisation des acquis. Aussi, voudrais-je lancer ici un appel pressant aux différents membres du comité directeur afin qu'ils puissent engager de façon concrète et efficace leurs pays respectifs dans ce processus de pérennisation de local. Cet engagement devra se manifester aussi par le paiement régulier des contributions de nos pays ainsi que par la résorption des arriérés de paiement. En 2014, 13 millions de personnes ont été prises en charge sous ARV. Les prévisions pour cette année sont de l'ordre de 15 millions. L'organisation entend renforcer ses stratégies de riposte avec l'aide de ses partenaires, notamment la Banque mondiale, l'ONU-SIDA, le Fonds mondial, l'OMS, afin de réduire considérablement le nombre de personnes infectées par le VIH chaque année. À l'étranger, nous évoquons donc le sujet tout au début du journal. Au Ghana, précisément, une explosion dans une station-service a fait près de 100 morts. Cela s'est passé hier soir à Accra. La déflagration serait d'origine accidentelle. La plupart des victimes avaient en fait cherché à se mettre à l'abri suite aux pluies torrentielles et aux inondations. Je rappelle que dès qu'il a pris ce drame, eh bien, le président Faure Gnassingbé a exprimé sa compassion à son homologue ghanéen John Dramani Mahama. Retour chez nous dans l'actualité nationale a signalé donc que la centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles a organisé la semaine dernière à Sokolo une session de renforcement des capacités de ses agents impliqués dans la gestion des intrants agricoles. La rencontre en veut améliorer donc la gestion des intrants agricoles dans la région centrale où nous retrouvons la marque Bojona pour des précisions. Cette rencontre a permis aux responsables de la CAGIA de sensibiliser les agents chargés de la gestion des intrants sur les procédures de gestion des engrais, de recueillir les difficultés au cours de la cession des engrais et de rappeler aux responsables d'antenne l'utilisation du logiciel de gestion des stocks. L'objectif visé par la CAGIA est d'améliorer la gestion des intrants agricoles afin que cette denrée chèrement subventionnée par l'État aille effectivement en quantité et à temps aux producteurs agricoles. L'atelier vise à les sensibiliser et afin que chacun d'entre eux tienne bien son rôle pour que la mission de la gestion des intrants de l'État qui souhaite que les engrais, principalement, qui sont achetés à des prix élevés et revendus à un prix subventionné, que ces engrais aillent aux paysans togolais et qu'ils finissent dans les champs pour une bonne production de maïs, de riz et d'autres cultures pour que le Togolais trouve suffisamment à s'alimenter et aussi que le paysan puisse accroître son revenu par une bonne valorisation d'une bonne récolte qu'il aurait parce qu'il a utilisé de bons intrants. Les participants ont aussi planché sur les nouvelles technologies de la tenue des documents de gestion des stocks et des producteurs et une mise au point sur l'éthique et la déontologie de la CAGIA. De Sokolo, rendons-nous à Kara pour la remise de gains pour le compte de la tranche commune en 2015. Le récit de la soirée, Nestor Moussou.
La chance ne sourit qu'aux audacieux. Cette femme commerçante Akara a gagné à la loterie. Elle a tiré un ticket à 200 francs pour le jeu de la tranche commune entente 2015. La voilà heureuse à présent. Son audace lui a donné un gain de 500 000 francs CFA. Je me suis amusée avec 200 francs. Et voilà, je me suis retrouvée avec 500 000 francs. Tout simplement, j'ai dit, je vais tenter voir. Je n'ai jamais fait, mais je dis, je vais tenter voir. J'achète le ticket, je vois qu'il est remboursable. Je prends encore et je sors avec un ticket 3 fois le même montant qui est à 500 000 francs. Je suis fière, je me suis dit, bon, avec ce que je faisais un peu ça là, ça peut m'aider à agrandir un peu. La tranche commune entente 2015 offre la possibilité aux joueurs de gagner jusqu'à 8 millions de francs. Il y a deux types de 500 000. Il y a un ticket qui gagne simplement une somme de 500 000. Un second ticket sur lequel on peut voir 3 jarres soutenus par des mains, gagne aussi 500 000 francs et ce ticket donne droit à un voyage. Le voyageur va maintenant participer au tirage des super gros lots de 1 million à 8 millions. Dans le cas du ticket de 500 000 francs qui donne droit à la participation au tirage des gros lots, un étudiant de l'université du Kara a gagné ce ticket. Il s'est rendu à Lomé pour remplir les formalités du voyage de Niamey au Niger où aura lieu le 12 juin prochain le tirage de la tranche commune des loteries des 5 pays du Conseil de l'Entente. Il est 20h26. Le rendez-vous de cette édition, et bien ce soir, c'est avec Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir. On parle sport, on parle à nouveau des éperviers du Togo qui se préparent, cette fois-ci pour les éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Pas de pot de vin là-bas, n'est-ce pas? Non, je ne crois pas, je crois pas. Disons que les éperviers reçoivent dans ce cadre le Libérien le 14 juin à Lomé pour la première journée de ces éliminatoires. En prélude à ce match, ils seront en amical le week-end à Accra contre les Black Stars. Modesco. Pour ce premier match Togo-Libéria des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, presque tous les joueurs convoqués à l'instar de Cheyi Adebayor, Améou Komlan, Serge Akakpo et Serge Gakpé ont répondu à l'invitation de Tom Saint-Fit. Seul Alexis Romao, officieusement malade, manque à l'appel. Le Gaule Cédric Messan retrouve la sélection après plusieurs mois d'absence. C'est une fierté de retrouver l'équipe nationale parce que pouvoir représenter son pays, je pense que c'est un honneur pour tout footballeur et tout Togolais. Donc je suis très content de revenir en équipe nationale. Dans un premier temps, voilà, c'est de faire de très bons entraînements, apporter ma pierre à l'édifice en étant bon. À l'entraînement, le groupe est serein et motivé. Il travaille le physique et la tactique de jeu. L'ambition des joueurs qui regrettent leur absence à la dernière Coupe d'Afrique des Nations est de donner du plaisir au public, match après match. C'est le début des éliminatoires et je pense que notre objectif c'est de jouer la CAN comme en 2013 et je pense que la motivation elle est là. Il ne faut que gagner le match. Et s'il faut aller à la CAN, il faut bien débuter le premier match, le match contre le Libéria. Il faut gagner ce match, prendre ces 3 points et en finale aller à la CAN. La qualification pour Gabon 2017 passe par une bonne organisation et préparation. Et le match amical contre le Ghana le 8 juin à Accra est un test pour le sélectionneur Tom Saint-Fit. Ouais, c'est un match qui va permettre au coach d'essayer de voir la qualité de ses joueurs et surtout par rapport au match. Et c'est un grand match, le Ghana c'est un grand pays de football et ça va lui permettre de faire une bonne équipe pour le match contre le Libéria. Pour le public sportif prêt à pousser les éperviers à la qualification, le soutien du gouvernement est indispensable et le groupe doit être beaucoup plus discipliné. Et on va boucler cette page des Sports Claude avec la petite balle jaune du tennis et direction Roland Garros. Effectivement, beaucoup de surprises dans ces internationaux de France. Le cas de l'Espagnol Rafael Nadal, 9 fois vainqueur du tournoi qui a été balayé hier en quart de finale par le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic.
C'est une très grande victoire et c'est sûr, je m'en rappellerai très longtemps. Intraitable comme depuis le début de la saison, Novak Djokovic a bouté Rafael Nadal hors de Roland-Garros. Une sortie prématurée du roi de la Terre, acclamé longuement, lui, le nonuple vainqueur porte d'auteur. Et cette deuxième défaite seulement 11, Roland-Garros ressemble-t-elle à la fin d'un règne? Le Mallorquin a plié d'entrée sous les assauts du numéro 1 mondial, mené rapidement 4-0. Nadal ne peut laisser faire ça, recolle à 4 partout. Il résiste comme il peut, mais il est dominé et craque sur la 6e balle de 7, 7-5 Djokovic. Le bras de fer continue dans la deuxième manche. Nadal est gêné par le Serbe qui monte de plus en plus au filet. En toute logique, Djokovic s'adjuge la deuxième manche, 6-3. Et le numéro 1 mondial écœure définitivement son adversaire en breakant d'entrée de troisième set. Nadal ne remportera pas la décima cette année. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que j'ai gagné ici 9 fois. Je ne sais pas si je vais gagner une 10e fois. Ce que je sais, c'est que j'ai gagné 9 fois. Je ne veux pas parler de dynastie ou je ne sais pas quoi. C'est le jeu, vous savez. J'ai eu beaucoup de succès, 9 années sur 11, et j'ai perdu seulement 2 matchs. J'accepte la défaite. Et aujourd'hui, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je vais travailler plus dur que je ne l'ai jamais fait pour revenir encore plus fort. C'est un immense champion, c'est quelqu'un qui comprend son sport, qui sait en permanence ce qu'il doit faire pour revenir, pour être le meilleur. Regardez en 2013, il est resté blessé 9 mois, il est revenu faire la meilleure saison de sa carrière. Pour le Serbe, Rafael Nadal n'est pas encore sur le déclin, même s'il pourrait lundi sortir du top 10 à l'ATP, une première depuis 10 ans. Le Serbe, lui, s'impose comme le grand favori du tournoi. Voilà, Claude, ce sera tout pour cette page des sports. Merci beaucoup, Claude, mais vous restez avec nous. Allons tous découvrir ces chefs-d'œuvre, ces œuvres d'art à l'exposition. L'artiste styliste et plasticien Jenny Capot était donc à l'honneur au siège donc de l'Union européenne, en présence des membres du gouvernement. Regardons cela ensemble sur les commentaires de Charlotte Roussibé, un reportage de Gérald Agoudjou. Jenny Capot, une des figures emblématiques de la haute couture et de l'art contemporain africain, s'affirme à travers cette exposition. Des robes de soirée, de mariage et une quarantaine de tableaux pour marquer les cœurs et exprimer sa vision du monde. Ma première vision, c'est la paix, la réconciliation, l'humilité et surtout la compréhension dans nos sociétés. Il faudrait que les uns et les autres, on essaie d'aller vers l'avant en travaillant main dans la main. Le thème, c'est le rassemblement. Le rassemblement, que ce soit politique, religieuse, il faudrait qu'on soit unis pour que l'Afrique avance. Un parcours de combattant qui a suscité l'appui indéfectible de l'Union européenne pour la promotion de l'esprit de créativité chez Jenny Capot. Madame Jenny, c'est la 6e exposition que nous organisons depuis début 2014. Et effectivement, ce qui a attiré notre attention, c'est la diversité d'expressions qu'il utilise. Une femme qui d'abord a commencé avec la haute couture et qui après a su exprimer aussi sa manière de voir le monde, sa sensibilité à travers les tableaux. Des tableaux qui utilisent des couleurs très fortes, mais en même temps qui ont des subtilités, des fleurs et des détails qui sont très féminins. Donc il faut dire aussi qu'elle a été très ouverte vis-à-vis de nous, qu'elle a facilité le travail, qu'elle a su bien profiter de l'espace que nous pouvons l'offrir. Et ça fait que ça a été un partenariat formidable pour nous, en tant qu'Union européenne, pour être proche de l'art et aussi pour passer un message en faveur, pas seulement de l'art et de la culture, mais de l'art et de la culture faite par des femmes togolaises. Les chefs-d'œuvre de Jenny Capot restent exposés au public au siège de la délégation de l'Union européenne à Lomé jusqu'au 3 septembre prochain.
Et à revisiter encore. Fin de cette édition du soir, on va se quitter tout de même sur les résultats de l'enquête INSEE sur la démographie et la santé. Il en ressort que le Togo a réalisé un bond du progrès en matière de santé. Les résultats ont été rendus publics ce jeudi. Nos programmes ce soir sur la télévision togolaise, la météo et les prévisions de Cléo Sabine Poko tout à l'heure, juste après ce journal. L'antenne aux femmes, Dorothée Tabio Ibrahima vous revient à 21h, 22h30. Nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Fagnan et à Accra au Ghana sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très bonne soirée chez vous.